Adieu, ça joue le chalet ou bien? Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut faire d'enfants ou plus personne qui peut faire d'enfants. Et même si nous, si vous, si nous, à notre petite échelle, on en fait énormément pour essayer de sauver les meubles, j'ai bien peur qu'à l'avenir, vu que plus personne en fait sur la planète, qu'on arrive à un manque de force vive. Vivre entre vieux en 2060, 2070, à quoi ça va ressembler? Découvrons-le. Alors qu'on gravite autour d'Uranus. Et là-bas, on voit pas, mais il y a Saturne qui brille. Hein, puis Jupiter et tout, donc c'est à l'échelle 1 point quelque chose. C'est un sentier didactique pour vous et vos enfants. Ouais, je me faisais cette réflexion ces derniers temps. Imaginez un peu le monde dans lequel on vivra dans 30 ou 40 ans, quoi. France, Suisse, monde 2060, 2070, voilà. Donc cette vidéo, elle ne s'adresse pas aux personnes âgées actuelles, hein, elle s'adresse à vous, à nous, enfin ma génération, même ceux qui viennent après, aux zoomers qui galèrent déjà dans le monde d'aujourd'hui et qui voient tout augmente, tout est de plus en plus cher et avec la baisse finalement de natalité qui se disent finalement il y a de plus en plus de vieux puis d'immigration ou je sais pas quoi autour de moi. Mais si tout continue à bien aller, beaucoup d'entre nous atteindront probablement 90 ans, 90 ans pour les frontaliers, voire peut-être même 100 ans. Mais il y a un paradoxe, c'est que alors que l'expérience de vie augmente, le nombre d'enfants diminue partout en Europe, mais en Asie c'est pareil, mais en Amérique du Nord, quand il y a un léger rebond, mais enfin c'est au-dessous de 2, 2,1 enfants par femme. En Afrique, Amérique latine, on voit que même si ça reste haut, ça baisse quand même. Disons, tous les pays sont un peu touchés, voilà, même s'il y a encore des pays qui sont à 3, 4, 5. Quoi. Avant, c'était 8, vous voyez, enfants par femme. Et du coup, la question se pose, qui prendra soin de nous lorsqu'on sera âgé? Donc pendant des siècles, la réponse était simple, c'était la famille, mais ce modèle est en train de disparaître. Il y a énormément de solitude après un certain âge. Donc ça pourrait transformer profondément notre société. Donc pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut regarder quelques chiffres. Donc pour que la population reste stable, il faut 2,1 enfants par femme, voilà, parce qu'il y a toujours des gens qui meurent en bas âge ou bien jeunes. Et aujourd'hui, presque toute l'Europe est en dessous de ce seuil. Et je vous le donne en mille, les pays qui sont au-dessus, c'est genre l'est de la Turquie et peut-être quelques coins de Roumanie, je sais plus, des îles Féroé, des trucs comme ça, quoi. Et le taux en France de fécondité est tombé autour de 1,5 enfants par femme. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin de qui fait monter ce taux en France, tout le monde sait, voilà. Et en Suisse, il est encore plus bas, environ 1,3. Donc ça signifie qu'à chaque génération, la population potentielle diminue. Alors l'oracle, il n'est pas à jour parce que moi j'ai vu des chiffres, je crois que c'est du coup pour certains mois de 2026, c'est pas l'année entière. Donc c'est provisoire, mais ça parle de 1,2, quoi, c'est 1,2. Autre phénomène, on fait des enfants beaucoup plus tard, et dans les années par exemple 1970, l'âge moyen du premier enfant était autour de 24 ans, et aujourd'hui en France c'est plutôt autour de 29, et en Suisse c'est carrément plus de 31, l'âge moyen de la maman lors de la naissance du premier enfant. Et dans certaines grandes villes européennes, hein, les grandes villes toujours, voilà, près d'une femme sur deux pourrait ne jamais avoir d'enfant. Alors après, il y a celles qui ne veulent pas, il y a celles qui ne peuvent pas, il y a les hommes qui ne trouvent pas de compagne, il y a les femmes qui ne trouvent pas de compagnons, il y a celles qui ont un discours, mais en fait dans la réalité c'est différent après, elles vont quand même en avoir. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile à dire. Il y a les gens qui disent des trucs en société, mais qui ont des secret agenda derrière, et puis qui ne font pas du tout ce qu'ils ont dit, ceux qui changent d'avis, voilà, bref. Donc tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Mais il y a des chiffres, voilà. Pendant ce temps, l'espérance de vie continue d'augmenter, donc elle dépasse désormais 83 ans. Attends, il faut que je dise les chiffres justes. Elle dépasse désormais 83 ans en France, et elle dépasse 84 ans en Suisse. Donc résultat, la population vieillit rapidement. Aujourd'hui, environ une personne sur 5 a plus de 65 ans. Alors où est-ce que c'est en France ou en Europe, je ne sais pas. Et d'ici 2050, ça sera plus d'une personne sur 4. 25%, un quart des gens, c'est des seniors, quoi, ce qu'on appelle aujourd'hui des retraités. Il faudra avoir l'âge de la retraite dans 30 ans, 40 ans, mais voilà, si la retraite existe encore, etc. Donc le nombre de centenaires explose aussi. En France, il y en avait à peine quelques centaines de centenaires dans les années 1970, et aujourd'hui, il y en a plus de 30 000.
et on pourrait atteindre 200 000 centenaires d'ici la fin du 21e siècle. Donc tout ça pose une question simple, qui va s'occuper de toutes ces personnes âgées s'il n'y a pas de gamins? Parce qu'un taux de fécondité de 1, ça veut dire chaque génération, il y a moitié moins. Après, je n'ai pas fait les maths, voilà, je ne veux pas faire des maths à 2400 mètres dans la montagne quand je suis en rando. Combien de temps ça fait une génération et tout, en combien de temps ça diminue de moitié, mais enfin à un moment donné ça diminue de moitié à échelle de vie humaine, on va dire. Donc il y a des solutions qui commencent à apparaître, et puis en fait en tant que Suisse, donc en tant que pays qui fait une immigration absolument incontrôlée et qui fait un bétonnage pas possible, mais en fait du coup c'est pas chez nous qu'il y a, un peu ces enclaves à vieux entre guillemets qui commencent à apparaître, enfin, ces régions dépeuplées où il ne reste plus que des personnes âgées qui vivent. Enfin, je ne crois pas, peut-être au Tessin il y a des coins comme ça, mais la Suisse n'est pas trop, pas trop concernée par ce phénomène par rapport à d'autres coins du monde. Donc en fait je ne peux pas répondre à ma propre question. Donc en fait à vous de me dire dans les commentaires si dans vos pays ou dans des coins que vous avez voyagé, si vous êtes déjà retrouvé dans des régions qui sont un peu des diagonales du vide de certains pays, France ou autres, et puis qu'il y a un peu ce phénomène d'EHPAD géants, de village EHPAD, quoi, de village EMS. Donc Japon, il y a beaucoup ça, France, il y a peut-être des coins où c'est comme ça. Hongrie, j'ai habité dans une région où il y avait l'âge moyen de 47 ou 48 ans, donc ça se ressent énormément. Je pense que l'âge moyen suisse est encore en dessous, ou bien à peine à 40 ans. Voilà. En Italie, il y a des coins aussi où c'est genre plus de 50 ans. Il y a des cartes, en fait. Si je trouve une carte, je la mettrai là en filigrane. Donc bref, je suis en train de griller, donc je vais avancer. Face à cette transformation géographique, un nouveau secteur économique est en train d'émerger. Ça s'appelle la Silver Economy. Et je ne connaissais pas ce terme pour toutes les activités liées au vieillissement. Donc tous les boulots qui sont dans la santé, les services à domicile, la robotique, la livraison, c'est les services à domicile aussi, les logements adaptés, donc adapter, transformer des trucs en trucs adaptés pour handicapés, vous voyez, que ce soit les logements ou des trucs publics. Et les technologies d'assistance. Dans ces pays, ces solutions existent et ont déjà été développées. Donc le Japon, à l'époque précurseur sur tout ce qui est un peu technologique, c'est un des pays les plus vieillissants au monde aussi. Donc c'est pas le pire taux de natalité aujourd'hui, je crois que c'est un peu remonté. Mais voilà, eux, ils n'ont pas d'immigration, donc eux, ils robotisent à fond. Et voilà, moi, je suis un peu pour aussi, à place de prendre des main-d'œuvre qui vont amener d'autres main-d'œuvre et puis qui ne vont pas en fait résoudre les problèmes, il faudrait robotiser à mort en fait. Et former des gens dans ces métiers-là. Donc là-bas, on a déjà expérimenté des robots capables d'aider des personnes qui sont tombées à se lever, de rappeler les médicaments, bon moi je sais pas, un attel en fait, un téléphone portable, tu as une alarme et puis ça te rappelle des médicaments, mais peut-être que tu oublies de gérer le Natel, de recharger, et puis c'est mieux d'avoir un robot. Ou simplement tenir compagnie aux seniors. Dans certaines maisons de retraite japonaises, ces robots sont déjà utilisés pour stimuler la mémoire ou réduire la solitude. Et donc les nouvelles formes d'habitat aussi, donc en fait là on revient en Europe, en Espagne, il y a des villes qui développent des projets de cohabitation senior. Alors vous allez me dire Montlucius, mais en fait vous n'aurez plus rien et vous vivrez heureux et vous allez manger des insectes dans des pods en colocation. Mais en fait, quand tu es valide, quand tu es en forme et que tu as envie de croquer la vie à pleines dents, oui, ça fait chier qu'on impose ce modèle, mais si tu as 90 ans et puis qu'en fait tu as des béquilles, tu as un teint-bain, là, je ne sais pas si vous utilisez ce terme en France, et ben là peut-être vous êtes content d'être un peu en coloc ou d'avoir quelqu'un sur le palier qui vient, enfin que vous pouvez sonner et faire là, et boire un petit thé voilà, de temps en temps. Le principe est simple, donc les personnes âgées vivent dans des logements privés mais partagent des espaces communs. Voilà, c'est un peu l'auberge de jeunesse, sauf que c'est l'auberge de vieillesse, quoi. Ils partagent des activités aussi et parfois certains services. Alors moi j'ai une image de ces trucs-là comme en fait des machins de luxe, mais j'ai la vague impression qu'en fait pour toute la génération qui arrive, ça va pas être le cas, quoi. Il n'y aura pas ça à disposition, ou alors il va falloir qu'on se le crée nous-mêmes en fait. C'est ça, il faut déjà penser maintenant, parce que tout prend du temps, qu'il faut commencer à réfléchir aux solutions de demain, puis évidemment comme ce qu'on veut c'est du pognon, hein, toujours, nous on veut
pouvez avoir des sous pour capitaliser pour la suite. L'argent fait un peu le bonheur aussi. Donc on veut aussi réfléchir justement à ça, à qu'est-ce qui va être rentable plus tard, quoi, quelles activités on peut développer. Puis en fait, dans 10 ans, bam, ça va exploser, il y aura un essor là-dedans, quoi. Ça permet de réduire l'isolement tout en conservant son autonomie. On voit aussi apparaître des plateformes pour organiser l'aide à domicile, donc je sais pas, des sites web, des applis mobiles peut-être, des capteurs dans les logements pour détecter les chutes, ça c'est bien, en parallèle avec le robot aussi qui aide à se relever. Je ne sais pas s'il y a dans la liste aussi les exosquelettes pour justement que les gens marchent un peu plus longtemps que le microdata, quoi. Et donc j'en étais où moi, des assistants vocaux spécialement conçus pour les seniors aussi. Toutes ces innovations répondent à un même problème, comment mieux vieillir, en fait c'est ça la question, mieux vieillir dans une société où la famille est moins présente. Parce qu'à un moment donné, qui c'est qui va aider des gens âgés? Ça va peut-être être d'autres gens un peu moins âgés, mais âgés quand même, quoi. Puis les gens, ils vont s'entraider. Les métiers et formations du futur. J'ai toujours le marchand de potions du futur, du joueur du grenier dans la tête. Si cette transformation géographique pose des défis, elle crée aussi d'immenses opportunités économiques, car le vieillissement de la population va créer des millions d'emplois nouveaux. Par exemple dans la robotique, donc voilà, les exosquelettes, les robots d'assistance, les systèmes de surveillance intelligente seront extrêmement recherchés. Donc si vous voulez faire de l'informatique, ingénieur, etc., aller dans ce domaine, ce serait cool si en fait ils embauchaient, s'ils faisaient des formations pour passer de petits développeurs web à l'ancienne, pour ensuite basculer dans la robotique. Moi j'aimerais bien faire ça parce que je galère toujours à trouver du boulot. Donc quartier pensé pour la mobilité réduite, maison intelligente capable de surveiller la santé, et il y aura aussi une forte demande dans le domaine de la santé. Oui, parce qu'il y a cette question, au Japon en fait tu as les gens qui meurent tout seuls et puis en fait on les retrouve après dans des gens qui font de l'urbex, ils vont les retrouver, quoi. C'est triste mais c'est ça en fait, quand tu n'as plus de jeunes qui vont les visiter, puis que tu n'as non plus de jeunes qui vont faire assistant médical ou truc comme ça, ou bien genre que les gens, ma casquette va s'envoler, bordel de queue. Voilà, bon bah deal with it, hein, ma coupe de cheveux, la coupe de cheveux du randonneur qui transpire, voilà. Il y aura besoin d'alarme pour en fait dire, bam, bah là il y a un souci, il y a une alerte rouge, il y a une personne qui est en très très mauvais état de santé dans telle maison, ouais. Et puis là il y aura quelqu'un d'un assistant qui pourra peut-être aller. Donc il y aura une forte demande dans des métiers, voilà, gériatrie, soins à domicile, psychologie du vieillissement, mais pas que. Il y a aussi les services sociaux et relationnels, donc tout ce qui est éviter la solitude, voilà, alors à moins qu'on se devienne tous des ermites qui en ont marre des gens, parce que j'ai envie de poser une question. Est-ce que les wesh de banlieue qu'on voit aujourd'hui, et d'ailleurs je pense aussi là aux petits Suisses, aux jeunes Européens qui singent les racailles de banlieue en France, de France, est-ce que ces gens-là dans 60 ans seront toujours des wesh avec une canne et le dos courbé et qui vont toujours parler en wesh frère gros, puis avec des expressions de langue du désert, voilà, que je n'utilise pas. En fait, la question c'est est-ce que si en fait c'est pas votre truc, en fait vous voulez vivre entre gens qui sont pas comme ça dans cette culture-là, où est-ce que vous pourrez vivre pour échapper à ça? Et est-ce qu'on aura des gens qui seront encore pires que ça dans l'avenir? Voilà, vers quoi on va en fait? Aussi une chose, je crois, là j'ai vu une carte, je crois qu'il y a plus de naissances, ça c'est concernant l'immigration de travail, ce genre de trucs, il y a plus de naissances actuellement dans le seul Nigeria que dans toute l'Europe et la Russie réunies. C'est pour ça qu'il faut y penser aujourd'hui, si on veut échapper déjà à ce genre de culture aujourd'hui, où aller aujourd'hui, mais où aller demain en fait, c'est ça. Parce que là par exemple on a des magnifiques villages de montagne, donc ça c'est super quand tu es dans la force de l'âge. Après, quand tu as 95 ans et puis qu'il n'y a plus de service parce qu'il n'y a plus de jeunes pour maintenir le commerce du village, pour maintenir je sais pas quoi, peut-être même des infrastructures stratégiques, ça va être chaud patate, quoi. Parce qu'il y a la question si tout va bien et la question si tout va moins bien, quoi. Et il y a encore une chose aussi, c'est la mémoire numérique. En fait, de plus en plus de personnes n'auront pas d'enfants pour transmettre leurs souvenirs. Et il y a déjà des entreprises qui commencent à proposer des biographies numériques, des archives personnelles ou des mémoires familiales. Typiquement, je reviens sur la question
faut faire des enfants, etc. Oui, c'est bien, mais il y a ceux qui peuvent pas, il y a ceux qui arriveront pas, il y a ceux qui sont déjà trop handicapés physique ou mental pour pouvoir le faire, il y a ceux qui trouveront pas de partenaire valide et puis où ça va foirer, quoi. Et donc, même s'il y a des gens de bonne volonté, je pense qu'à un moment donné, il y aura quand même cette question qui va se poser pour certaines personnes. Et par exemple, moi, je me dis effectivement, là, j'en ai pas. Et il y a très peu de gens, des cousins et tout, on a une très petite famille. Donc tout ce que je fais, en fait, je ne vais pas faire des albums photos pour que ça disparaisse plus tard. Et puis c'est pour ça, en fait, que genre, je filme mes randos et choses comme ça, parce que c'est un peu un héritage. Bon là, ça je le fais pour aujourd'hui, c'est plutôt pour susciter des débats aujourd'hui que je fais ça. Mais, et puis parce que, en fait, si je suis seul, je ne sors pas de chez moi aussi. Ça me motive à sortir de faire ça, de faire ce format rando. Mais en fait, mon autre chaîne, typiquement, je fais ce projet musical qui s'appelle Bard en exil ou Bards in Exile en anglais, parce que le nom officiel c'est Bards in Exile si vous cherchez sur Spotify et tout. Et c'est majoritairement des reprises de musique folk, etc. Parce que ça, en fait, c'est de l'héritage que je peux transmettre plus loin. En fait, c'est-à-dire, il y a des gens et des jeunes qui peuvent s'intéresser à ça, ou des moins jeunes, qui peuvent googler le nom d'une chanson ou genre juste musique traditionnelle. T'en as marre de la musique autotune, tu cherches musique traditionnelle française, suisse, irlandaise, que sais-je, hongroise, n'importe quel pays. Et puis en fait, il y a des trucs qui n'existent pas, qui sont dans des vieux grimoires, dans des machins scannés sur la BNF, avec des partitions et tout. Et j'ai repris ça. Typiquement, le roi anglois, le roi anglois, c'est une chanson normande d'un vieux bouquin. Donc celle-là, elle est archi connue, mais il y en a 110 ou 105, je sais plus, dans le bouquin, qui n'ont jamais été reprises. Alors il y en a qui ont été reprises comme La Duchée de Normandie ou Hélas mon cœur n'est pas à moi, mais il y en a encore 100 autres. Puis en fait, moi, j'adore tuer le temps. Enfin, j'ai surtout fait ça pendant le Covid quand j'étais en Hongrie. J'ai écumé des vieux livres comme ça et puis j'ai démarré ce projet musical. Et tout ça, je le fais dans un esprit de transmission. Voilà. J'ai vraiment envie, je ne sais pas à qui parler de ça, et donc je lance des bouteilles dans une mer qui est en fait digitale sur Internet. Si on est 36 millions de vieux à vouloir transmettre de l'héritage et qu'en fait il n'y a que 5 millions de jeunes derrière et puis que dans le lot il y en a 400 000 qui s'intéressent vraiment à leur passé, eh ben ça sert un peu à rien. Donc je me dis, j'essaye de partager les choses les plus utiles possibles pour plus loin que, voilà, comme les bâtisseurs de cathédrales qui voyaient plus loin que le bout de leur nez, que le bout de leur vie, quoi. Donc et je fais ce que je peux à petite échelle en tant que non-manuel qui n'a pas du tout de succès voilà, et puis qui n'est pas à l'aise avec les relations humaines du tout. Voilà. Donc je reviens aux vieux, donc à nous qui serons vieux plus tard. Pourquoi ce secteur se développe lentement ? Si le besoin est évident, pourquoi ces solutions ne se développent pas plus rapidement en Europe ? Eh bien la raison, elle se résume en un mot, les règlements. Saleté de règlements de Bruxelles, de mes deux. Le secteur de la santé est extrêmement encadré. Dans des pays comme la France ou la Suisse, les innovations médicales doivent passer par des procédures longues et complexes. Ouais, en Suisse, c'est encore pire que Bruxelles, je pense. Cela ralentit beaucoup l'arrivée de nouvelles technologies. Et puis le deuxième obstacle, c'est le financement. Parce que ces secteurs, en général, c'est pris en charge par l'État et les assurances. Et eux, ils préfèrent mettre le pognon dans la poche, c'est mon impression, je ne sais pas si c'est vrai, que faire vraiment des nouveaux projets révolutionnaires. Et puis donc ils veulent des dividendes, des choses comme ça qui rapportent là maintenant et pas dans 10 ans. Donc les nouvelles entreprises sur le marché, c'est un peu compliqué. L'image du secteur aussi, c'est en fait les jeunes, ils n'ont pas envie de parler de trucs de vieux, voilà. Donc les métiers sont vus comme difficiles, mal payés et peu valorisés. C'est vrai que moi, je ne sais pas si j'aurais envie de faire ça dans ma vie, quoi. Mais je speed un peu parce qu'il faut que j'avance en fait. Je crois que je vais avancer. Du coup, ces secteurs ne se développent pas alors que dans les prochaines décennies, ils pourraient devenir essentiels. Alors moi, j'ai bon espoir que vu que tout le monde veut, en fait, tout le monde recherche le pognon, j'ai espoir qu'un jour, ça va bien finir par se développer. Parce que quand ça rapportera, puis que tout le reste rapportera plus, croyez-moi qu'il y a des gens qui vont mettre des bifetons dans ce genre d'entreprise. Donc quelques scénarios, en fait, de comment ça pourrait se passer chez nous d'ici 2060-2070. Scénario 1, la retraite est repoussée et les seniors restent actifs. Alors l'oracle, ChatGPT, Gemini Grok, ChatGemini Grok me dit c'est un scénario probablement très réaliste, hélas. Dans ce futur, le manque de travailleurs devient chronique. Les États repoussent progressivement l'âge de la retraite, 67 ans, 70 ans, peut-être davantage, mais surtout
Beaucoup de seniors continuent de travailler volontairement parce qu'ils seront en meilleure santé. Les pensions suffiront plus. Et peut-être que même s'il y a une pension ou s'ils ont capitalisé sur leur retraite, ils s'embêteront chez eux. Et puis comme ils seront encore en forme, ils vont peut-être faire y a le coup des gens un peu âgés qui rouvrent un troquet dans un village de montagne parce qu'il n'y en avait plus. Et puis ils ont connu l'époque où il y avait le café du commerce et puis il n'y a plus. Donc ils rouvrent le café du commerce. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres métiers de personnes âgées comme ça, où c'est déjà le cas. Peut-être en Italie, dans les pays où la retraite est déjà tard, dites-moi si vous en connaissez. On pourrait voir, voilà, et ben il me dit en fait Laura que je suis bête, j'aurais dû lire plus loin. On pourrait voir des personnes de 75 ans, de 75 ans, travailler encore dans l'administration par exemple, ou les transports locaux. C'est vrai qu'il y a des chauffeurs de bus, souvent qui peuvent être assez âgés. Alors tant qu'au niveau du dos ça roule, pourquoi pas. L'artisanat, créer des trucs, voilà. Créer des savons, des confitures, des machins comme ça. La compta ou certains commerces. Et dans plusieurs pays, on voit déjà apparaître des supermarchés ou cafés où les employés sont majoritairement des retraités. Alors là, il ne me dit pas où, donc je ne sais pas où. Paradoxalement, certains métiers considérés comme peu attractifs par les jeunes pourraient devenir des secteurs dominés par les seniors eux-mêmes. Okay. Deuxième scénario, la robotisation à fond. Dans ce scénario, les gens font 1,1 enfants par femme. Ceux qui ont fait la virgule, ils n'en refont pas parce que c'est un peu compliqué. Puis les 1 qui restent, ils en font 0,8, vous voyez. Donc, puis après, ils en font 0,7. Donc manque de personnel, faible natalité, immigration limitée, coût du travail élevé. On peut imaginer aussi que le monde reste technologique. Et donc la solution devient l'automatisation maximale. Là, je me suis fait une réflexion où en fait le café du village n'existerait plus. En fait, il n'y a plus le personnel pour maintenir la buvette. Là, la solution c'est les distributeurs, quoi. Le commerce full automatisé. Donc dans des pays où il n'y a pas de gens qui cassent et qui volent tout, comme la Suisse rurale, eh ben ça marche. Nous on a des distributeurs de fromage, de tartare de bœuf, de plein de trucs comme ça, quoi. On a aussi tous les trucs de vente à la ferme. Et du coup, moi j'imagine bien le café du commerce. En fait, tu as les tables, tu peux boire ton café, mais c'est un Selecta le truc. Enfin, c'est un distributeur, c'est une machine à café, voilà. Et t'as plus de serveur, quoi. Peut-être même, tu as un lave-vaisselle où tu mets toi, tu commandes une chope de bière, c'est un distributeur qui te met la chope de bière. Puis donc les gens ils peuvent continuer à se poser, boire leur bière sur la terrasse. Et puis après il y a un réceptacle lave-vaisselle où tu peux mettre ta chope vide ou ta tasse de café vide. Et puis de temps en temps quand c'est plein ça lave, quoi. Puis il y a peut-être juste besoin de personnel pour de temps en temps après ranger, réachalander ce qui est propre et tout, les ingrédients, etc. Puis les livreurs. Donc même chose pour les magasins, les pharmacies. Il y a la question des transports autonomes aussi, ça faudra voir ce que ça donne, si ça fait pas trop d'accidents. Et puis certains soins médicaux. Mais les transports autonomes, à partir du moment où ils sont sur une voie où il n'y a que eux, je pense que ça pose pas trop de problèmes. Déjà le métro de Lausanne, il est full automatique. Et il y a assez peu de problèmes malgré la faune qu'il y a dedans, quoi. Et puis donc, même les soins médicaux, alors il dit les robots, je ne sais pas si on pourrait avoir des soins full automatiques, mais les pharmacies, oui, ça c'est bien possible. Avec lecture d'ordonnance, QR code, etc. Pour vérifier qu'elle est bien valide, ouais. Avec numérisation, il faudrait que les gens acceptent dans un référendum en Suisse la numérisation du médical, quoi. C'est pas gagné, quoi. Les métiers humains qui resteraient sont surtout la maintenance, la livraison, l'assistance, la sécurité et tout ce qui est relations sociales, évidemment, quand on veut parler à d'autres humains. Voilà, je pense que les gens paieront cher pour parler à d'autres humains. Il y en a déjà qui vont à Pattaya
le mauvais exemple. Mais ça, il y en a déjà qui vont en Thaïlande pour louer des petites copines, même si c'est juste pour boire un verre aussi, quoi. Au Japon, il y en a qui louent des amis et il y en a qui louent des collègues de travail décoratifs pour aller à un meeting, quoi. Il y a ce secteur hors d'Europe, dans les pays où ça vieillit aussi, ça existe déjà, quoi. Voilà, donc il faudra des concierges et des techniciens dans ce monde-là. Je filme un peu l'autre côté parce que je suis à contre-jour. Il y a encore 3-4 scénarios. Scénario 3, les communautés autonomes de seniors. Là, c'est un scénario où le manque de personnel devient tellement important que les personnes âgées commencent à s'organiser entre elles. Il y a des sortes de communautés qui apparaissent. Les logements partagés, je regarde juste où je vais. Des jardins collectifs, des cuisines communes, on en a déjà parlé, hein, des mutualisations des soins. Les seniors les plus autonomes s'occupent des seniors les plus fragiles. On pourrait voir par exemple des villages où une infirmière s'occupe de plusieurs dizaines de personnes. Les habitants produisent une partie de leur nourriture. Les activités sociales sont organisées collectivement. Et ça ressemblerait presque à des coopératives ou des micro-sociétés locales. Alors, société locale dans le sens, en Suisse par exemple, une société de chant, une chorale ou une société sportive, c'est une société locale. Alors, il pourrait y avoir peut-être plusieurs sociétés d'aînés finalement. Finalement, ça existe un peu déjà, ça, des sociétés où il y a des aînés. Ce modèle pourrait séduire les personnes qui refusent la solitude ou les grandes structures médicalisées qui préfèrent une approche plus humaine, soit pour recevoir les soins, soit pour donner les soins. De manière plus humaine que les gros hôpitaux industriels. Ensuite, scénario 4, c'est le scénario de crise. Là, c'est plus pessimiste, mais c'est vieillissement massif, pénurie de travailleurs, difficultés économiques, manque de ressources. Soit il y a des ressources stratégiques qui arrivent en pénurie et on n'a pas réussi à trouver une source d'énergie, je pense à l'énergie, voilà. Une ressource de remplacement. Je pense à l'énergie, oui, parce que là, on n'a plus beaucoup de ressources de pétrole, soi-disant, et puis il y a des pays qui se balancent des missiles sur leurs ressources de pétrole respectives, donc bon, voilà. Bref, c'est la guerre, c'est l'humain, il est comme ça, fait chier, voilà, mais c'est comme ça. Certaines infrastructures dans ce scénario commencent à se dégrader et on n'arrive plus à faire fonctionner des secteurs stratégiques. Par exemple, pénurie de personnel dans les transports. Il y a déjà eu ça une fois dans une région pas loin d'ici, en Suisse. La ligne de train Martigny-Chamonix, je crois que c'est celle-là, a dû pendant une période faire baisser son taux. Je ne sais plus il y avait moins de trains le soir ou quoi. Ou bien il y avait des bus de remplacement, tout simplement parce qu'ils ne trouvaient pas de conducteurs de train. Et avec l'augmentation de la population en Suisse, ils veulent rajouter plus de trains, etc. Enfin bref, c'est déjà compliqué aujourd'hui. Des difficultés d'approvisionnement, des manques de force de l'ordre aussi. Ça j'y ai pensé. On est tous âgés, on a des cannes, machin. Par contre, il y a des pillards encore dans la force de l'âge, quoi, qui ont trouvé plus judicieux de piller, de voler, plutôt que de travailler honnêtement. Il y a des pays qui dissuadent par leurs lois, par leur système, soit par des lois répressives, soit par des systèmes fonctionnels qui permettent l'enrichissement, qui dissuadent de se comporter comme ça. Et il y a d'autres pays qui ne sont pas fonctionnels et qui encouragent ça. Alors, si une population qui ne fait pas d'enfants est remplacée, est grand remplacée par une autre population qui fait beaucoup d'enfants, mettons la Suisse fait plus d'enfants et tout à coup l'immigration finlandaise arrive parce que les Finlandais font 5 gosses et demi par femme. Est-ce que la Suisse sera toujours la Suisse si la population est originaire de Finlande? Je n'ai pas le droit de répondre à cette question à cause d'un article de loi que les Suisses ont voté pour une loi anti-discrimination. Donc je ne peux pas dire si ça sera pire ou mieux ou quoi, ou si la Suisse sera encore la Suisse, si on sera encore chez nous, si par exemple tous les jeunes, voilà, sont finlandais.
remplacer ça par n'importe quel autre pays qui fait beaucoup plus de gosses par femme, et puis remplacer aussi la Suisse par la France ou le Japon ou la Corée du Sud par un pays qui n'en fait pas beaucoup. Les délais médicaux énormes, les pharmacies rares à trouver, les commerces rares à trouver en général, les stations-service qui vont fermer parce qu'il n'y a plus de carburant. Ça peut créer des tensions sociales, ça peut créer de l'insécurité, des émeutes ponctuelles. Si on parle de vrais cas concrets de pays, d'empires entiers où ça s'est passé, tout le bloc post-soviétique, on passe la rivière bruyante, tout le bloc post-soviétique dans les années 1990, où ouais, les zones rurales déjà très désertifiées aujourd'hui, il me le dit aussi, voilà, où les jeunes ne vont plus, où les touristes ne vont pas, où les actifs ne vont pas, ça dépérit. Une société très vieillissante peut devenir extrêmement fragile si elle manque de travailleurs. Donc là, la solution, est-ce que la solution, c'est pas la solution vol ouest, c'est-à-dire, donc c'est un Français qui est parti vivre au Montana, là, qui a écrit Rue Barbare avec l'ami Pierrot, qu'on connaît bien en Suisse, là. Donc lui, il vit dans le Montana, et puis il a toute la panoplie de l'américain un peu redneck, quoi. Il a le potager, il fait de la chasse, il a des guns, des trucs comme ça, et puis il fait de la gym surtout, du fitness, des choses comme ça, puis de la self-défense à fond. Mais voilà, quoi, être âgé et savoir se défendre, je pense que lui, il saura mieux expliquer ça que moi, quoi, parce qu'il est de la génération d'avant moi. Scénario 5, c'est l'immigration massive et incontrôlée qui compense le manque de population. Donc ça, l'oracle me dit que c'est probablement déjà en cours. You don't say. Dans ce scénario, les pays européens et l'Asie vieillissante compensent le manque de main-d'œuvre grâce à l'immigration. Alors on voit que l'Europe compense par l'immigration et l'Asie un peu moins. Ils disent au Japon ça commence, etc. Mais ça a résisté très très longtemps. Donc les régions avec une population plus jeune deviennent les principaux réservoirs démographiques. Et donc en gros ça veut dire qu'il y aura des Nigérians partout, en fait, selon ce que j'ai dit avant, il y aura de la main d'œuvre africaine partout, asiatique, moyen-orientale, les pays d'Asie qui en font beaucoup, quoi. Et donc ça veut dire que la population elle change, quoi. C'est le grand remplacement. Donc dans les villes européennes, ça veut dire qu'eux ils seront majoritaires puis plus nous. Donc là la question c'est est-ce que vous voulez vivre dans ces villes-là ou pas? Et puis du coup, s'il y a ce scénario-là, qu'est-ce qu'on fait? Et puis dans ce cas-là, si c'est un village, est-ce que le village va en fait survivre aussi? Ou est-ce que le village ne sera pas inaccessible à des non-millionnaires? Scénario 6, peut-être le plus enviable, le sursaut démographique. Pas le plus simple, hein. Le plus enviable, j'ai dit. Dans ce dernier scénario, les sociétés réagissent, les gouvernements mettent en place des logements abordables, des aides aux familles. Je ne sais pas si ça suffira, parce que la Hongrie a testé, la Pologne peut-être aussi. Voilà, il y a certains pays qui ont testé et finalement les gens ne font pas plus, quoi. Donc, meilleure conciliation travail-famille, réduction du coût de la vie, des choses comme ça dont on imagine que les gens qui veulent des enfants mais ont repoussé cette échéance ont besoin. Et mettons que là, la natalité remonte progressivement au-dessus de 2 enfants par femme. Donc déjà à partir de 2-1, ça stabiliserait. Pendant quelques décennies, la société aurait alors beaucoup de seniors, peu d'adultes actifs, mais à nouveau beaucoup d'enfants. Donc, problème pendant une certaine période quand même, parce qu'en plus de devoir gérer les seniors, il faudrait gérer aussi les enfants. Transition difficile, mais qui du coup provoquerait un rééquilibrage à long terme. Mais la question, c'est est-ce que les sociétés modernes sont encore capables de redevenir familiales? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça leur redevienne? Que ce soit les articles de journaux, les commentaires, c'est que du no child, machin. Donc voilà, vers quoi on va? Section commentaires, le débat est ouvert. A plus sur un autre chemin de rando ou sur une piste de course parce qu'on est sur le circuit de Sierre-Dinal. Là. Dinal, les locaux disent Dinal, il faut le savoir. Hein. Voilà, c'est écrit dans mon livre de patois. Voilà. Ciao!
Donc l'hôtel Weisshorn, construit en 1882, c'est un hôtel de luxe pour randonneurs qui n'a pas bougé depuis 1882 en fait. Il y a toujours l'immeuble d'époque, de la belle époque dedans. Il y a même un piano, je sais pas comment ils l'ont monté jusqu'ici parce que c'est accessible que par petit chemin de rando. Et donc le chemin des planètes, je crois qu'on voit, si on zoome à fond avec le super zoom, on voit Jupiter là-bas. Et donc là où il y a la station de ski, il y a le soleil. Dans les bois ici, il y a Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter. Saturne c'est vers l'alpage là, je sais pas si on voit. Uranus c'était en bas où j'ai filmé le début de la vidéo. Et ici, donc au-dessus, qu'on voit pas là depuis où je suis, il y a Neptune. Et il y a même Pluton plus loin parce que donc à l'époque c'était une planète, voilà, elle a été déclassée, mais ça donne en fait ça donne les proportions en fait, à la place de 6 milliards de kilomètres, pour peu qu'on ne croit pas à la Terre plate bien sûr, 6 milliards de kilomètres de système solaire sont répartis sur 6 kilomètres proportionnellement, voilà. Et c'est une rando familiale, mais une bonne trotte quand même, hein. Moi j'ai fait ça quand j'avais 7 ans, j'ai morflé un peu quoi. Alors voilà.